Voici un message. On pourrait penser que ce n'est qu'une suite de lettres incohérentes. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, un général de guerre, lui, y aurait vu une information cruciale. Car il s'agit, en réalité, du type de message créé par une seule et unique machine. Enigma. Un nom que vous avez peut-être déjà entendu dans un de vos nombreux cours d'histoire à l'école et qui vous dit peut-être quelque chose. En effet, il est important de comprendre que la guerre est un art qui peut se traduire sous bien des formes. La stratégie, l'adaptabilité, les moyens employés et bien d'autres. Cependant, un composant reste essentiel quelle que soit l'époque, le terrain ou la guerre. Et cette chose, c'est la communication. Une discipline sans laquelle aucune bataille ne serait gagnée, même avec la meilleure des stratégies. C'est dans cet art qu'une machine nommée Enigma va forcer la mise en place de moyens humains et technologies grandioses dans une organisation qui deviendra, pendant un temps, l'épicentre du génie intellectuel dans de nombreux domaines, en rassemblant des mathématiciens, des linguistes, des cryptologues ou encore des génies des échecs. Enigma apportera une complexité et une technologie nouvelle qui dépassera plus tard le champ de bataille et qui changea le cours de l'histoire à jamais. Au début des années 1900, les communications chiffrées utilisées dans les domaines militaires se contentent soit d'être écrites à la main, soit envoyées par radio, ce qui permet un envoi rapide et facile d'informations, notamment durant la Première Guerre mondiale. Mais un problème se pose pour les pays qui, à la fin de celle-ci, découvrent que leurs messages censés être secrets sont en fait régulièrement interceptés par l'ennemi puis déchiffrés en ridiculisant complètement leur caractère confidentiel. C'est dans ce contexte que deux inventeurs, séparés de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, décident à la même période de remédier au même problème. L'un en Californie se nomme Edward Hugh Hebburn. En utilisant sa passion de la cryptographie, il développe différents types de mécanismes entre 1908 et 1912 pouvant être utilisés pour chiffrer un message et réussit quelques années plus tard, en 1917, à obtenir un brevet pour une machine utilisant un mécanisme dit à rotor. Bien qu'utilisable, son invention n'est jamais reconnue par l'armée américaine en raison de failles majeures dans sa conception. Identifié par le célèbre cryptanalyste William Friedman qui pointe alors du doigt le nombre de couches de chiffrement proposées par la machine qui ne la rendent pas suffisamment sophistiquée et qui laissent apparaître des schémas reconnaissables dans le texte en rendant son chiffrement relativement faible face aux experts de la cryptanalyse dont le travail est justement de craquer ce genre de choses. L'autre inventeur, de l'autre côté de l'Atlantique en Allemagne, au seuil de concevoir une machine dont l'ampleur lui échappe encore, Arthur Scherbius dépose un brevet pour un mécanisme très similaire à celui d'Edouard, mais n'ayant pas les mêmes problèmes que celle d'Edouard. Pourtant, tout comme son prédécesseur, il ne rencontre pas immédiatement le succès auprès de l'armée, principalement en raison de sa taille et de son poids de 50 kg. C'est ainsi qu'en 1926, il continua de développer sa machine pour, après de multiples itérations, réussir à créer un format plus pratique et compact pour l'époque, qu'il nomme Enigma D. Cette machine de chiffrement qui reprend les mécanismes des rotors devient un succès européen. Elle est vendue à travers l'Europe à des fins militaires et diplomatiques et est déclinée en plusieurs modèles selon les exigences militaires, notamment en Allemagne où l'armée y ajoutera un tableau de branchement augmentant considérablement la complexité des chiffrements possibles au point de la rendre inviolable selon certains généraux de la marine allemande. Au même moment, la Pologne, alors reconnue comme le leader du chiffrement et rival historique de l'Allemagne, charge l'entité responsable du chiffrement, le Bureau du chiffre polonais, de commencer à déchiffrer les messages envoyés via Enigma en 1931, en s'aidant d'informations clés envoyées par les services de renseignement français qui avaient réussi au préalable à recruter un espion interne au Bureau du chiffre allemand qui se nomme Heinz Thilo Schmid. Malgré de nombreux échanges, les informations n'atteignent pas les mathématiciens polonais qui, selon le président,
doivent être stimulés afin de voir émerger des solutions mathématiques. Une méthode qui portera ses fruits puisque les analystes finiront par réussir à découvrir des failles dans le fonctionnement et l'utilisation d'Enigma D, ce qui leur permet d'entrevoir la possibilité de casser le code de chiffrement de cette machine. Les pistes des analystes se résument alors en 2 éléments. La première concerne le fonctionnement même de la machine. Elle ne peut chiffrer une lettre et obtenir la même lettre dans le message chiffré. La seconde faille vise l'utilisation de la machine. Par de petites habitudes et des messages récurrents dans les transmissions des opérateurs allemands, il devient alors possible de deviner certains mots. Avec une menace allemande grandissante et des tensions qui s'intensifient, c'est à partir de cette découverte que démarre la lutte contre l'arme ultime de la stratégie allemande, Enigma. C'est ainsi que quelques années plus tard, en 1938 en Angleterre, l'une des décisions les plus importantes de la guerre se prend. Les services anglais décident de créer une cellule spécialisée dans le déchiffrement sous l'impulsion du chef des services secrets britanniques. La résidence Bletchley Park est acquise, notamment car sa centralité par rapport aux différents pôles de communication du pays facilite les liaisons avec les villes impliquées dans la guerre tout en évitant une exposition trop importante au bombardement. L'élite qui peuplera ce bâtiment est, au départ, recrutée principalement à travers le réseau de contacts personnels des initiateurs du projet. Les premières équipes sont majoritairement composées d'hommes venus d'universités telles que Cambridge et Oxford, tandis que le recrutement s'élargit au fur et à mesure et à quasiment tous les domaines. Des génies des communications, en passant par les mathématiciens, puis les cryptographes, ingénieurs, voire même les champions d'échecs, viennent prêter main forte à Bletchley Park. La sélection faite au recrutement a joué un rôle crucial dans la mise en place de ce pôle du déchiffrement, à tel point qu'une de leurs nombreuses méthodes fut une compétition de résolution de mots fléchés complexes organisée par le Daily Telegraph, après laquelle les participants les plus prometteurs étaient approchés pour un type de travail particulier contribuant à l'effort de guerre. En 1939, le personnel de Bletchley Park est réparti dans l'ensemble du bâtiment. Les sections de la marine et de l'armée de l'air se trouvent au rez-de-chaussée, tandis que le MI6, les services secrets britanniques, sont placés à l'étage. Des baraques sont également construites au fil des mois pour loger les nouvelles recrues qui arrivent en nombre grâce à la recherche constante de nouvelles têtes capables d'apporter leur aide. En parallèle, le bureau du chiffre polonais continue de développer ses techniques de déchiffrement d'Enigma en exploitant au maximum les failles trouvées dans les messages allemands interceptés. Leurs recherches mènent alors à la création d'un appareil conçu exclusivement pour exploiter les 2 failles principales des messages allemands. Ce dispositif repose sur des principes mathématiques complexes et de l'ingénierie mécanique pour automatiser la vérification des paramètres des retors d'Enigma. Toutefois, si jusqu'en 1939 les efforts avaient été maintenus, l'ajout constant d'améliorations à Enigma et le manque de fonds pour le bureau du chiffre polonais commencera à freiner leurs avancées. En effet, entre 1926 et 1944, les machines Enigma se diversifient en de nombreuses versions améliorées et basées sur le modèle Enigma D. Ces versions, portant les noms M, M3 et M4, sont utilisées respectivement dans l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine allemande. Vers la fin de l'année 1939, le bureau du chiffre polonais est contraint de partager l'ensemble de ces informations avec les services secrets britanniques et français en raison de l'invasion du pays, notamment lors d'une réunion tenue en 1939, juste avant l'invasion, afin de garantir que leur travail ne soit pas perdu en cas d'attaque. Les informations partagées entre les 3 nations, obtenues en partie avec des espions tels que Hans Thilo Schmid, infiltré au bureau du chiffre allemand, sont alors envoyées à Bletchley Park. Et en 1940, grâce aux nombreux progrès réalisés, le fonctionnement d'Enigma est percé à Bletchley Park. Les analystes décident alors de lancer la construction d'une imitation d'Enigma basée sur leur compréhension du système dans le but d'en apprendre davantage sur son fonctionnement. Cette imitation est baptisée British Tony, d'après la version allemande surnommée Tony. De leur côté, les cryptanalystes dirigés par Alan Turing et Gordon Wechman développent des bombes plus avancées pour faciliter le décryptage des messages en se servant de cribs, des petits bouts de texte et de listes de codes capturés lors de batailles qui permettent de définir les paramètres de la machine allemande pour les jours
voire les mois à venir. L'avancée décisive des Alliés dans le déchiffrement leur permet d'intervenir avec une grande précision lors des batailles, notamment les batailles navales qui éveillent les suspicions de l'amiral Dönitz de la marine allemande qui se félicitait jusqu'alors de l'efficience d'Enigma dans la coordination de ses attaques. Il insistera alors pour obtenir des améliorations dans leur chiffrement, ce qui conduira à une nouvelle version d'Enigma avec l'ajout d'un 4e rotor en 1941. C'est l'arrivée d'Enigma M4. Avec l'arrivée d'un 4e rotor dans le mécanisme, un nouveau challenge s'impose aux analystes de Bletchley Park qui leur prendra 10 mois complets pour être résolu, en partie grâce à la capture de nouveaux documents qui ont apporté des informations cruciales au déchiffrage de ce nouveau modèle en cédant de nouvelles listes de codes et de nouveaux bouts de texte. En 1943, issues de l'évolution des bombes, ces machines conçues pour assister le déchiffrement est née Heath Robinson. Une machine électromécanique développée par le mathématicien Max Newman et construite par les ingénieurs Frank Morrell et Tommy Flowers au bureau de recherche placé dans une station située au nord de Londres. Pendant son utilisation, cette machine mise en place dans la baraque 11 où étaient installées les bombes permettait de déchiffrer entièrement certains messages mais possédait également quelques problèmes non négligeables qui rendaient parfois son fonctionnement incertain dû à son système basé principalement sur de la mécanique. Ses limites techniques provoquaient des désynchronisations et sa complexité mécanique demandait un réglage manuel à chaque décryptage, ce qui augmentait grandement la marge d'erreur potentielle. Bien que fonctionnel, et contrairement à beaucoup de croyances, ce n'est pas Alan Turing, mais bien Tommy Flowers qui était convaincu de sa capacité à rendre certains processus entièrement électroniques, dans le but de dépasser ses limites mécaniques. Bien que le travail d'Alan Turing sur les probabilités ait grandement contribué au design de la future machine. Et c'est de cette idée que le 8 décembre 1944, au bout de 11 mois de travail acharné, que Tommy et son équipe de 50 personnes sont parvenus à designer une machine qui fixerait électroniquement les problèmes de Heath Robinson et qui serait livrée et opérationnelle en février 1944. Sous le nom Colossus, le premier ordinateur numérique programmable était là. Sa programmation se faisait avec des interrupteurs et des prises qui, une fois combinées, formaient des instructions destinées à l'ordinateur. Son fonctionnement consistait en la vérification de l'ensemble des possibilités d'une combinaison définie à l'avance qui s'arrêtait à la moindre erreur pour recommencer sur une autre combinaison. Une fois la combinaison trouvée, les paramètres étaient envoyés à d'autres pôles de Bletchley Park qui étaient chargés de déchiffrer l'ensemble des messages à l'aide de la bonne combinaison et de divers autres outils. Ce travail à la chaîne garantissait le décryptage complet d'un message entre 12 et 24 heures après son interception, ce qui était une rapidité record pour l'époque. Colossus était alors fonctionnel et prêt à s'attaquer aux messages chiffrés de Enigma M4. Mais au début de l'année 1944, les Alliés sont aussi pris de surprise par des messages indéchiffrables provenant d'une nouvelle amélioration d'Enigma grâce à l'ajout d'une nouvelle pièce, le réflecteur D. Un supplément qui aura posé un problème bien plus important que les précédentes améliorations. Fort heureusement, la distribution de cette nouvelle version ne posera que des problèmes temporaires à cause d'une inefficacité dans sa distribution à travers l'armée allemande qui empêchera une utilisation généralisée dans l'ensemble de l'armée et forcera une compatibilité entre la nouvelle et l'ancienne version qui annulait complètement son caractère indéchiffrable. Le tout aidé par un acte héroïque venant de 3 marins britanniques dont un seul sortira vivant. Ils avaient réussi à voler avec succès des documents en s'infiltrant dans un sous-marin allemand juste avant qu'il ne sombre dans les profondeurs de l'océan. En 1945, au sommet de la performance de Bletchley Park, le personnel travaillant sur le déchiffrement des messages dans l'ensemble de l'Angleterre approchait les 10 000 pour un flux d'environ 4 000 messages gérés par jour. Grâce à leurs efforts, l'Allemagne connaîtra de plus en plus de défaites dues aux anticipations qui seront cependant toujours attribuées par l'armée allemande aux avancées technologiques faites par les Alliés et non pas au déchiffrement. Les informations du projet Ultra auront été décisives dans la Seconde Guerre mondiale, et ce, malgré les nombreuses améliorations apportées par l'armée allemande tout au long de la guerre, ainsi que leur confiance inébranlable envers leur système de chiffrement.
Les Alliés auront été capables de constamment casser les chiffrements d'Enigma afin d'anticiper les mouvements des troupes allemandes, notamment lors de la préparation du débarquement en Normandie, qui a été rendu possible en exploitant les vulnérabilités découvertes grâce à l'interception des messages allemands. Tous ces efforts mèneront le Troisième Reich à la défaite en raccourcissant, selon certains experts, la guerre de 2, voire 3 ans en sauvant un nombre incalculable de vies. Après la guerre, mu par la confidentialité, le travail achevé à Bletchley Park est resté l'un des secrets de la Seconde Guerre mondiale les mieux gardés. Le projet Ultra n'aura quasiment jamais été mentionné avant la publication du livre The Ultra Secret en 1974, qui a lancé les discussions sur le sujet en parlant de l'histoire de la naissance de l'ordinateur Colossus. Mais contrairement à ce qu'on aimerait croire, cet ordinateur en avance sur son temps n'aura pas d'influence directe sur le développement de nos ordinateurs modernes à cause de la discrétion qui a entouré pendant longtemps le projet. Le travail effectué à Bletchley Park aura malgré tout aussi révélé des figures importantes de l'histoire moderne. On compte parmi eux le mathématicien Max Newman, qui a plus tard joué un rôle crucial dans le développement du premier ordinateur à programme stocké, qui a permis d'unifier les instructions faites à un programme et les données qu'elles utilisent, qui sont stockées dans une seule et unique mémoire. Alan Turing, lui aussi mathématicien, qui après avoir mis les mains sur l'électronique, produira ce qu'on appelle l'Automatic Computing Engine, qui peut être comparé à l'idée que l'on se fait d'un ordinateur numérique au sens moderne. Donald Michie, quant à lui, deviendra une figure décisive de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle en créant le Department of Machine Intelligence and Perception à l'Université d'Édimbourg, qui contribuera aux premières percées sur les concepts de l'intelligence artificielle. Le statisticien Jack Good aura un rôle important dans les percées du machine learning et de la statistique bayésienne. Il contribuera au développement de l'intelligence artificielle également et apportera le concept de l'explosion d'intelligence, un concept encore discuté aujourd'hui. Le théoricien et analyste structurel Bill Tutte deviendra l'un des mathématiciens leaders dans la théorie des graphes, qui est un fondamental dans l'informatique, les réseaux et la cryptographie. Si le projet Ultra n'a pas directement façonné l'informatique moderne, il a été la scène où se sont révélés des esprits brillants, dont les idées et les découvertes continuent d'influencer profondément notre quotidien, bien au-delà des champs de bataille.